Chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle enquête qui aborde dans un premier temps le purgatoire, là où va notre fragment d'âme lorsque nous quittons notre corps physique, donc au moment de notre mort. Tout le monde y va plus ou moins longtemps selon notre style de vie durant cette incarnation. Et nous allons bifurquer ensuite sur la plateforme du dessous, là où vivent les hyperboréens, donc une race de géants toujours vivante à ce jour, à 5000 km sous nos pieds, là où s'est posé l'amiral Byrd à l'époque. Donc plusieurs races de géants vivent là. Nous allons visiter la cité et aborderons leur mode de vie, assez similaire aux Atlantes, en compagnie de Shiraz. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin, je pratique le nettoyage énergétique avec l'aide d'un télépathe et je fais des enquêtes sur des sujets tels que le gigantisme, les origines de l'humanité, le mont Bucégie, l'Antarctique, la vie après la mort, les pièges du karma, le secret des pyramides, les arbres géants, la vie de Jésus. Il y en a une quarantaine. Je vous invite à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc ça facilite la compréhension de notre monde et vous avez le lien pour les retrouver dans la description. Bien évidemment, je n'en fais pas une vérité, chacun est libre d'y croire ou non. Donc je ne vous fais plus attendre, bon visionnage. Alors là, j'ai mis le télépathe en transe et nous nous dirigeons au sud de Cusco, dans une grotte où il y a des milliers d'âmes. Il y a une partie qui est belle et une partie moins belle. Dans cette grotte où ces âmes sont coincées sert de purgatoire. Il y a donc une partie de la grotte qui est sombre. Mamakia, la déesse lune sur qui le télépathe est connecté, explique que la source fait un tri. Il y a énormément d'âmes. Celles et ceux qui ont eu une belle vie passent par le purgatoire. Du moment que l'âme passe par le tunnel, c'est qu'elle est destinée à la 12D. Mais il faut passer par le purgatoire. Ce passage obligatoire te donne l'occasion de te repentir de tous tes péchés que tu as faits et de demander pardon. C'est très bien expliqué dans No Solar, le film. À partir du moment que tu as réalisé que même si tu as fait du bien la majorité de ta vie, il y a quand même des épisodes où ce n'était pas bien. On a tous eu un moment où soit on a bu, on s'est drogué, on a profité de quelqu'un un soir. Personne n'est irréprochable. Et quand on quitte le tunnel, on dit qu'on voit Saint-Pierre. Mais ce sont des on-dit de la fausse Bible, du faux livre saint. Quand tu arrives au bout du tunnel, il y a effectivement un conseil des âmes qui t'accueille. En une fraction de seconde, ils te retracent toute ta vie et bien sûr, on a la puissance de voir ce qu'ils disent et ils nous disent descendez au purgatoire, revisitez votre vie, apprenez où sont vos erreurs et revenez. Ils ne nous disent pas qu'il faut demander pardon. C'est à nous de le deviner, mais on le devine très vite. Le purgatoire se situe entre la 3D et la 2D. C'est pourquoi dans cette grotte, des âmes sont bloquées ici. Si on va dans cette grotte, physiquement, on est heureux quand on rentre dedans. Et quand on fait toute la partie supérieure, on est très content. Et quand on descend ensuite, on sent comme un froid dans le dos. On sent qu'il y a des choses. Parce que éthériquement, cette grotte, ce n'est pas comme physiquement. Même si la grotte est très belle en bas, on sent qu'il y a quelque chose de pas bon. Ce n'est pas maléfique, mais ça ne donne pas envie de rester. On a très vite envie de remonter. Donc si on la visite sur un plan physique, ça donne cette impression. Si on la visite sur le plan éthérique, on la voit très lumineuse et c'est très sombre au fur et à mesure qu'on descend en profondeur. Et quand on arrive dans les profondeurs, on aperçoit tous ces fragments d'âme qui attendent de rencontrer leur âme. Il faut bien comprendre que quand son corps meurt, ce n'est pas son âme qui quitte le corps, c'est le fragment d'une des âmes de la 12D. Ce fragment, il est venu sur Terre pour faire une expérience, faire deux expériences. La première, c'est apprendre à vivre avec les autres, être solidaire, donner l'amour, recevoir l'amour, chose que quasiment personne n'arrive à faire. Et la deuxième, c'est goûter au plaisir charnel. Sauf que le plaisir charnel est devenu parfois de la violence pour certains et certaines. Donc notre fragment d'âme quitte notre corps, il est censé retourner vers son âme originelle. On choisit ou non de prendre le tunnel, chacun son choix, même si on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et quand on arrive au bout du tunnel, on ne va pas appeler ça des anges. On voit des personnes en blanc,
très très lumineuse. Ce sont des sages, hommes et femmes en nombre égaux. Ce sont deux nombres égaux. Ils sont 6 et 6. Rien à voir avec le chiffre de la Kabbale qui s'est servi de ceci pour inventer des disciples du Christ en partie. Et donc ce conseil, dès qu'on arrive, en une fraction de seconde, il nous retrace notre vie, ce qu'on a fait de bien, de pas bien, et nous demande de nous diriger au purgatoire, et ils disent, une fois que vous aurez réfléchi à toute votre vie, passée en tant qu'humain, vous serez en mesure, si vous avez tout compris, de rejoindre votre âme originelle. Les âmes mères sont toutes dans le dôme de nos solars. Il y a le grand palais qu'on voit tout vitré dans le film. Tout en haut, les âmes sont complètes et ceux qu'on voit dans le bas, qui ont forme humaine, tout cela sont des fragments d'âme. Ensuite, les fragments d'âme ont le choix ou de se réincarner ou rejoindre compléter l'âme sous le dôme. Sous ce dôme, il y a des milliards d'âmes. Chaque âme peut avoir jusqu'à 7 incarnations en même temps avec des fragments d'âme. Quand on vient de mourir, jusqu'à ce qu'on soit réincarné ou qu'on retourne vers notre âme, on garde le dernier physique qu'on avait. Par exemple, si toi, quand tu partiras, une fois que tu auras fait ton purgatoire, tu iras en 12D, eh bien tout le monde te verra avec ton physique actuel. À la seule différence avec le film, c'est qu'on nous donne en général le physique de nos 40 ans, pas celui avec lequel on est mort. Même si on meurt très très jeune, on est adulte en 12D. Ces 40 ans sont la maturité de l'homme. Ces 40 ans correspondent au temps que le Christ, que Mahé, a mis pour devenir l'homme sage qu'il a été. Et on a gardé cet âge pour représenter les fragments d'âme en 12D. Ensuite, en 12D, on doit travailler pour gagner des points. Et si tu ne travailles pas, personne ne t'en veut, sauf que tu as moins d'accès. Et ce n'est pas comme sur Terre. Tu ne travailles pas pour survivre, puisque tu arrives à vivre. Tu travailles pour le partage. Chacun doit travailler, chacun a des missions prédéfinies, et quand tout le monde travaille, eh bien on reçoit de l'amour de tout le monde. Certains fragments d'âme sont en 12D depuis une éternité. Ils ne veulent ni monter sur le dôme, rejoindre leur âme originelle, et ni se réincarner, car ils se sentent bien là où ils sont. En général, les âmes qui restent en 12D participent à accueillir les fragments d'âme. L'âme sous le dôme a l'aspect de son fragment le plus puissant qu'il a pu envoyer sur Terre. Comme ils peuvent envoyer jusqu'à 7 fragments, celui qui répondra le mieux aux attentes de l'âme prend le physique de l'âme. On ne peut pas dire qu'une âme est que éthérique. Si tu vas dans le dôme, il y a des milliards de personnes. Si tu les regardes de manière éthérique, tu vois un corps. Ils ont un aspect humain. Pour en revenir à la grotte, c'est le purgatoire du monde. Tous les fragments d'âme passent par là, au sud de Cusco. Toutes les personnes qui meurent vont dans ce lieu. Et quand on arrive en 12D, on est censé tous travailler en 12D. C'est ce que tout le monde fait. Arrive un temps où il faut choisir de monter ou descendre. La population n'est pas stable chez les humains. Ils peuvent parfois être près de 10 milliards et parfois être plus proches des 500 millions, ce qu'aimerait la Kabbale. Quand la population est à son summum, qu'il n'y ait plus d'incarnation. Les fragments d'âme sont mis en attente, donc des grottes sont des salles d'attente. Elles s'apprêtent à réincarner un corps dès qu'il est disponible. Le fragment ne ressent pas la sensation du temps. La grotte de Cusco n'est pas un lieu d'attente. Ce sont d'autres grottes qu'on a déjà vues en enquête. Quelques-unes en Afrique, en Australie, en Chine, en Finlande, en Europe, il y en a très peu. Ces lieux vibrent très haut, c'est souvent sous un site sacré, et elles protègent aussi ce lieu. Même quand le mal veut s'immiscer, il ne peut pas aller très profond car c'est protégé par des âmes pures. Sous Rome, il y a des souterrains où des choses horribles se sont passées, mais ne peuvent aller trop loin. Le taux vibratoire est trop fort pour eux. Ils ne peuvent pas franchir cette barrière. Les âmes savent qu'il y a un gros changement qui se prépare avant chaque nouveau cycle, donc ces grottes sont toujours très pleines quand le renouveau va arriver. Elles vont toutes partir les unes derrière les autres, vont toutes intégrer un corps sain. Les grottes se remplissent, vont se vider dans une bonne trentaine d'années avec le renouveau de l'humanité. Ces grottes permettent aussi de communiquer avec l'étage au-dessous.
sur la Terre plus grande, l'étage des Hyperboréens, il y a un passage direct. C'est très sombre, et tout d'un coup, quand on continue de descendre dans les profondeurs et au bout de 6 kilomètres, on voit une lueur au début, on est surpris, on se demande comment c'est possible de voir une lueur si profonde. Mais c'est normal, car ça débouche sur le bas. Il y a un passage et à partir de là, on arrive au bout de la grotte, et si personne vient nous chercher, on ne peut pas y aller car il y a le vide. Ça fait presque 5000 kilomètres pour aller sur la plateforme du dessous. Et si quelqu'un vient chercher, ils feront comme ils ont fait pour l'amiral Byrd. Ils l'emmènent en lévitation où ils veulent et c'est assez rapide du moment qu'il y ait un contact physique entre eux. Les personnes qui emmènent et la personne qui est emmenée, ça suffit. Physiquement, la cabale s'y est déjà dirigée, sauf qu'elle n'a pas pu traverser, se sont aventurés et personne n'est venu à leur secours. Ils se sont écrasés puisque nos engins n'arrivent pas à voler. Dans leur atmosphère, nos engins ne fonctionnent pas. Là-bas, c'est la lévitation. Et nous, on fait planer nos engins sur l'air. Là-bas, on ne peut pas. Si on se réfère à l'enquête sur l'amiral Byrd, il a perdu tout contrôle sur son avion, parce que l'avion ne sait pas voler. Il plongeait le nez le premier et c'est là qu'ils sont venus le récupérer. 2 aéronefs se sont mis de chaque côté et l'ont emmené sur la plateforme du dessous. Ils ont mis même pas 20 minutes. Sans lui, c'est seulement quelques secondes pour faire 5000 kilomètres. Alors je demande au télépathe, pourrions-nous retourner voir les Hyperboréens, là où nous étions allés avec l'amiral Byrd, discuter avec un Hyperboréen? Il me dit oui. Alors nous y allons, donc je lui dis, allons voir, allons retourner là-bas. Donc il dit, je suis accueilli par une dizaine de personnes, ils sont plus grands que moi, ce sont des Rumbéos qui m'accueillent et on est sur une ville cristalline comme toute. Le cristal est la principale matière de construction et la ville s'appelle Lithune. Les bâtiments sont en cristal, le cœur de la ville s'appelle Avifor. C'est là où il y a le conseil. Ils doivent m'emmener là-bas avant qu'on continue notre enquête comme on est venu sans invitation. Le lieu est magnifique. Shiraz, une hyperboréenne, se présente à nous pour répondre à nos questions. Je demande alors si, depuis la venue de l'amiral Byrd, ils ont noté un changement par rapport à la 3D. Est-ce que les choses ont évolué de leur point de vue? Elle dit que ça n'a pas évolué vraiment dans le bon sens depuis sa venue, excepté maintenant, ça commence à changer. Et si on est autorisé à rentrer dans leur cercle privé, c'est parce qu'ils ont décelé la source dans le fragment d'âme du télépathe, qu'ils savent qu'on est là pour que ça change. Je lui demande comment ils vivent chez eux. Ils ont un mode de vie un peu semblable au nôtre, sauf que tout est basé sur la solidarité, ce qui n'est pas notre cas, et il n'y a pas de guerre. Quand tout sera arrangé en 3D, aurons-nous accès chez eux et eux chez nous? Ça va prendre du temps. Dans un premier temps, ce sera uniquement eux qui viendront chez nous, et dans un deuxième temps, on pourra tout doucement aller chez eux. Ils ont un mode de vie semblable à celui des Atlantes. Je demande à Shiraz comment nous sommes perçus par son peuple. Elle me dit ils ne veulent pas nous considérer comme des victimes, car on a la force et la capacité de dire non. On a tous un ego surdimensionné, et c'est le problème de l'humain. Et on veut tous rester dans notre propre confort. C'est trop facile de dire qu'on est des victimes. Je lui demande s'il y a un conseil de leur part pour évoluer. Et Shiraz dit qu'il n'y a pas vraiment de conseil. On a laissé tellement les choses tourner au désastre que c'est compliqué de tout réparer. Il va hélas falloir attendre, ne pas se tracasser avec tout ça. Elle nous fait visiter la première ville qu'on voit, celle qui est plus proche du cercle polaire de chez nous, le cercle de l'Antarctique. Elle s'appelle Azteca. L'Aztèque, justement, venait d'ici. On a vu avec les Mayas, les Incas, etc. Ils venaient d'ici et ce sont eux qui ont distribué des crânes de cristal sur la Terre. C'est pour ça que ce cristal est extrêmement dur et que personne n'aurait pu le tailler avec une machine sur Terre. Tout le monde se demande comment on aurait pu faire ça, mais parce que même les machines modernes en sont incapables. La dureté de ce cristal n'existe pas sur Terre. C'est eux qui les ont ramenés
À l'époque, ils ont un peu désobéi à la source parce qu'ils en avaient marre de voir ce que les humains faisaient. Donc ils sont venus pour un peu régler les choses, puis ils ont fini par rentrer. C'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient une technologie différente. Leur moyen de se déplacer était un vaisseau en forme de cloche, et cette cloche a été récupérée par Hitler. Elle est donc venue de la 5D. Ils sont passés par une porte avec leur cloche. Pour en revenir à la ville, elle n'est pas divisée en quartiers comme chez nous. Tout le monde est mélangé avec tout le monde. Les hyperboréens avec les Rumbéos, qui en sont aussi, mais un peu à part, avec énormément d'humanoïdes, des grands, des petits, tout le monde est mélangé, excepté quelques salles comme les musées ou les tribunaux. Il y a quand même des tribunaux au cas où, rien n'est fermé à clé, et toutes les portes sont ouvertes. Ce n'est pas comme chez nous, où on ferme tout. La confiance, elle est partout. Alors le cristal a deux fonctions, c'est le même que celui des crânes. Déjà, il est extrêmement solide, bien plus solide que notre béton. L'hiver, il permet de conserver une chaleur. Ils n'ont pas des hivers très rudes, mais ça permet de conserver une chaleur optimum dans la maison. Et l'été, ça permet une fraîcheur optimum. Les maisons sont faites en cristal et on voit que c'est du cristal. Et quand une personne est à l'intérieur, on ne la voit pas. C'est un peu un verre sans teint. Et ceux qui sont dedans voient à l'extérieur et pas l'inverse. Ils ont une certaine liberté. Pas besoin de mettre des rideaux. La forme de la maison est un peu comme un temple orthodoxe en Russie, avec des espèces de chapeaux pointus. Ça ressemble un peu à des mosquées. Shiraz dit que c'est la meilleure forme pour capter l'énergie, capter l'éther. Il n'y a pas de fenêtre sur aucune maison puisqu'il fait jour partout. Et la nuit est moins violente que nous, car le soleil de Gaïa, comme on a vu dans l'enquête sur la Terre plus grande, même quand il est loin, il éclaire encore un peu. Il est un peu phosphorescent le cristal, c'est-à-dire qu'il emmagasine la journée et la nuit, il la redonne. Il est taillé de manière à redonner la lumière à l'intérieur. Pour manger, ils sont livrés, comme au temps des Atlantes. Il y a quand même un coin pour cuisiner des choses. Le poisson est grillé sur une espèce de pierre, beaucoup de produits végétaux. Ça, c'est pour faire des petits encas, autrement tout le monde va au service commun. Tout le monde travaille, personne ne perçoit de salaire, et il faut compter 20 mètres carrés par personne. En moyenne, elles font 200 mètres carrés au sol. Après, on monte d'un étage pour les plus grandes familles. Sur une famille qui a 4 enfants, ils ont 80 mètres carrés. On leur fait chacun une chambre et tout le reste est une pièce commune. Ils ont vraiment des grandes salles pour s'exprimer et on a droit aussi d'avoir au rez-de-chaussée comme une salle de repos pour le sport. On appellerait ça une salle de loisirs. Vu du ciel, ça ressemble à un grand sapin de Noël avec des branches qui tombent. Il y a la grande avenue, ça fait environ 15 kilomètres. Il y a beaucoup de maisons marchandes, tout ce qui est commerce, du commerce de troc. Si tu as besoin de quelque chose, tu y vas. Comme tu as accumulé des points grâce au travail communautaire, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas les chercher avec tes points. C'est du troc. Tu peux aussi, dans ton temps libre, tu peux travailler pour ton voisin, par exemple. Tu travailles 2 heures pour lui et le voisin fera aussi 2 heures à son tour. Donc il y a cette avenue principale et après il y a plein de rues qui viennent sur cette avenue, mais en biais. Ça fait une forme de sapin. Et cette forme permet de ne pas avoir d'incident, car quand on fait des croisements à angle droit, on a le plus de collisions. Tout le monde se déplace sur des tablettes en lévitation. Les jeunes sont un peu comme chez nous, un peu foufou, on est toujours un peu obligé de les canaliser. Et quand on arrive en biais, ceux qui sont dans le tronc principal laissent la priorité à ceux qui rentrent. S'il y a collision, elle est moins violente. Et la ville est très grande et les branches en forme de sapin font 5 km chacune sur 15 km. Il y a une branche tous les kilomètres. La végétation est verdoyante. Il n'y a pas de piscine comme chez nous. Il y a des bains, comme au temps des Romains. C'est en pierre avec d'autres pierres énergétiques sont incrustées dedans. Ça fait 20 mètres de long sur 10 de large et certaines font 100 mètres. C'est des grandes piscines, on vient pour se détendre, on fait un soin en même temps énergique. Ils y vont souvent, mais pas de piscine chez eux, car c'est gâcher l'eau. C'est un manque de respect envers l'eau et la nature.
Et l'eau, elle est sacrée ici. Donc Shiraz vit à Steka? Oui, c'est sa ville. Elles sont toutes faites sur ce modèle. Il existe environ 2000 villes sur cette plateforme sous le continent Terre. Il y a combien d'habitants en tout? Environ 15 milliards, toutes races confondues. Les plus représentés sont les hyperboréens. Les humains plus petits vivent dans les mêmes maisons, le mobilier est adapté à leur morphologie. Une famille vivra tout le temps qu'elle a envie dans une maison. Ils vivent plus longtemps que nous, ça dépend des races. Les grands vivent un peu moins longtemps. Ils ont du mal à être centenaires. Ce sont ceux qui font 3 mètres à 4 mètres 40. Ensuite, les autres sont facilement centenaires. Les plus résistants sont ceux qui ont notre taille. En 5D, ils font facilement 130 à 140 ans. Shiraz a 81 ans, elle fait 40 ans. Elle me montre ce qu'on appellerait des vieux, mais c'est interdit de dire cela ici. Ce sont les aïeux. Un des plus âgés, qui a 141 ans, il a la morphologie d'une personne de 65 ans. Leur alimentation les maintient jeunes, n'ont pas de ciel pollué, pas d'eau polluée, ne mangent pas de viande, boivent de l'eau pure. C'est l'alimentation qui fait vieillir précocement. Comme chez nous, il y a tout un système de canalisation d'eau potable qui arrive, qui alimente toutes les maisons. Par contre, ils n'ont pas de baignoire. C'est un système de douche. Ils sont très contrôlés avec ça. Une douche, c'est 2 minutes. Elles sont automatiques et programmées. Tu vas dessous, tu lèves les bras, ça te mouille, tu te savonnes, tu relèves les bras et ça te rince et elle est obligatoire. Tout le monde doit se doucher. Une fois le matin, une fois le soir. Pour l'évacuation d'eau, c'est pareil. Par contre, ils ont 2 évacuations extrêmement distinctes, même si nous on l'a. Pour les toilettes, ils doivent s'accroupir. C'est dans cette position que c'est ultra naturel. On s'accroupit, les fesses posées sur les talons, on écarte les jambes, on penche son buste le plus en avant possible, on a presque la poitrine sur les genoux. Et là, l'intestin est complètement détendu, il ne retient rien. Ils n'ont pas de porte dans les toilettes, ils savent quand il y a quelqu'un. Et si quelqu'un entre, ce n'est pas grave. Il y a un système de ventilation extrêmement puissant. Tout ce qui est eau très souillée, ça part en usine de traitement et c'est tout traité avec des plantes, des algues. Et une fois qu'elles ont été partiellement dépolluées, des matières solides, elles sont souillées, encore sales, ça fait des excréments liquides. Ensuite, ça va dans un bassin et une race de poissons qui, eux, mangent tout, qui se nourrissent de ça. Ce sont des nettoyeurs. Ils ne mangent rien de mauvais puisqu'ici, les humains mangent sain. Ensuite, c'est filtré dans un bassin. Il y a plein de plantes. Les feuilles sont toutes entrelacées les unes entre les autres et ça traverse les feuilles. Et en traversant, ça débarrasse de toutes les impuretés. Ça filtre sur plusieurs bassins. L'eau est de nouveau potable avec aucun produit chimique. Ils sont toujours en excédent d'eau car ils en prennent soin. L'eau est redonnée à la nature. Ils ne relâchent pas dans les étangs ou autres, mais dans les endroits qui sont les plus mal nutris en eau. Ils déversent de l'eau là. Une partie est recyclée. En général, il y a tellement d'eau propre qui arrive de partout, des montagnes. Elle dit que l'eau que nous, on nettoie, il n'y a pas besoin de la recycler dans notre réseau. Donc on l'envoie directement dans la nature. Ils n'ont pas le droit d'arracher les feuilles, cueillir, casser une branche. Ils prélèvent les fruits dans un verger à cet effet. Quelqu'un qui demande l'autorisation à l'arbre. Pour l'électricité, chacun a sa propre énergie. Toutes les maisons ont cette forme de coupole. C'est bizarre car il n'y a pas de lampe. C'est l'éclairage même du cristal qui se recharge. Donc ils n'ont pas besoin de lampe. Ils peuvent baisser et monter l'intensité dans chaque pièce, même obtenir un noir complet alors qu'il fait jour dehors. Le cristal arrive à complètement opacifier l'intérieur. On est dans un noir opaque, car des gens aiment dormir dans le noir. Ils peuvent allumer la pièce qu'ils veulent, ils peuvent faire une ambiance, moduler à volonté en intensité. Dans une pièce peut même faire plusieurs éclairages, un côté rose, un côté bleu, un côté jaune. Ils font ce qu'ils veulent. Tu fais un pas, tu ne vois plus rien, tu recules d'un pas, il fait jour. Le cristal fait vraiment ce que tu veux. Ça arrive à délimiter comme il faut. Pas besoin de chauffage, ils ont un peu d'énergie pour eux.
Il y a des boîtes et dedans ils mettent le cristal qu'ils ont autour du cou. Ils le mettent dans une boîte et ça se régénère. Voilà à quoi sert l'énergie. Elle sert à toutes les stations de recharge, aux tablettes de transport, aux petits avions et tout ce qu'ils ont. Tous les modes de transport sont les plus énergivores. Les 2000 villes sont toutes faites sur le même modèle. Vues du ciel, elles sont toutes dirigées vers l'est et la pointe du sapin, c'est une pyramide par ville. Ça fait générateur et salle de soins intense. C'est le même genre de pyramide qu'avaient les Incas, sur le même principe. Elles sont à étages. Il y a un étage inférieur, à 5 mètres sous terre. Ça, c'est pour les grands soins, même pour les animaux ou des plantes. Les personnes y vont que si elles sont malades. La prévention, c'est chez soi. Et en général, elles sont malades parce qu'elles ont fait un stage chez nous. Ils reviennent avec des maladies de chez nous et ça affaiblit le corps, ça les rend malades. Les accidentés vont là. Et si un animal dépérit, on l'emmène là-bas. Tu as même le droit d'aller mourir là-bas pour ne pas mourir dans la douleur. Quand tu sens que c'est ton dernier jour, tu peux aller là-bas et on peut te rendre visite. En général, on t'y envoie la semaine avant. Quand tu y es, tu sais que tu y es le maximum 7 jours, rarement plus. Donc au bout de 7 jours, la personne meurt sans douleur et sans tristesse. Ils savent qu'il y a quelque chose après la mort. Ils le savent tous. Donc ça, c'était pour la partie commune de la ville. Autrement, dans l'artère principale, il y a des zones de loisirs un peu comme nos cinémas. Sauf que là, tout est en forme d'hologramme. Quand tu vas réserver ta place, tu peux choisir ton personnage et tu vis l'aventure du personnage. On ressent tout. Si on doit avoir le vertige, on a le vertige. On a les odeurs. Tous les ressentis, on se met sur un siège, un harnais nous tient et une barre qui revient contre nous pour ne pas tomber. Et on a un casque sur nos oreilles qui descend jusqu'en bas vers le menton et tu vis tout. Tu as pris la place de la personne et si elle arrive dans un pôle nord, tu as froid. Tu as la sensation. S'il y a une odeur de poisson, c'est envoyé dans le nez. Tu es au milieu de la scène. Dans ton casque, tu tournes la tête, tu es dans la scène. Tu bouges dans la scène comme tu veux. Et si l'acteur vient à faire un saut périlleux, tu as tous les ressentis. Ils appellent ça les loisirs virtuels. C'est ce qui est le plus recherché par la jeunesse. Il y a aussi des maisons de rencontres pour faire des transes, de la méditation, de la danse. Il y a des salles de chant dans l'artère principale. Il y a beaucoup de lieux de loisirs comme ça. Après, il y a des zones où tu peux acheter avec tes crédits. En fait, si tu ne travaillais pas, tu n'as rien. Il n'y a pas de feignant ici. Tu profites de tout si tu es investi dans ta vie. Dans leur travail, ils cumulent des points communautaires pour leur communauté. Avec ça, ils peuvent s'acheter des extras, faire des loisirs, peuvent profiter de plus de transports en commun. Aussi, ils ont des points pour aller dans une autre ville. Ces points sont valables. Si on arrive dans une autre ville avec rien, avant de faire quoi que ce soit, tu dois travailler. Le premier jour qu'on t'accueille, on t'offre une douche, un repas, une nuit et c'est tout. Le lendemain, on te dit tu veux rester, tu restes. Si tu restes, tu travailles. Donc, on accueille le premier jour, c'est primordial et c'est tout. Il y a l'artère principale, toutes les branches et au bout de chaque branche, c'est ce qu'on appellerait les zones industrielles. Au bout, il y a des entrepôts où ils fabriquent des choses. C'est relativement beau comparé à chez nous. Tout est rangé. Il y a des endroits où ils réparent des petites machines de lévitation. Il y a des maisons en pierre avec des charpentes, avec de la tuile. On a quand même des artisans de la terre haute, comme ils nous appellent, qui savent travailler comme vous. Et elle dit, si tu regardes bien, il y a une branche sur 5, c'est des maisons traditionnelles. On trouve principalement ça dans 80% des villes, où il y a environ 5% de la ville qui est toujours avec des choses anciennes que l'on préserve. Ce sont des fragments d'âme qui se sont réincarnés. Ils avaient toujours la mémoire de ces anciennes vies, on ne peut pas leur refuser, donc ils construisent avec des pierres qui se sont détachées d'une falaise. La pierre n'est pas dynamitée, et les plus belles maisons sont sur plus de 300 ans. Plus de 3 générations, voire 4, parce que le temps de trouver les matériaux, car les charpentes sont faites avec un arbre qui est tombé, soit parce qu'il y a eu du vent ou autre. Il y a heureusement beaucoup à ramasser.
Au bout de 2 ans environ, la maison est habitable, tout en ayant respecté la nature. Après, pour finir le projet initial, ça met 300 ou 400 ans. Il arrive très rapidement à construire 100 mètres carrés. Et après, quand ils veulent des choses un peu plus poussées, avec des étages, c'est beaucoup plus long. Alors le télépathe, il voit une maison avec un grand mât provençal. Il est immense et il a fallu 4 générations pour le faire. On voit bien la première partie qui est montée il y a 400 ans, donc c'est toujours debout, c'est très très bien entretenu. Il n'a pas plus de droit de ramasser autant que les autres parce que s'il y en a un autre qui veut faire sa maison, il est prioritaire. Il doit toujours attendre qu'il y ait des restes. Tout le bout des branches, ce sont que des zones industrielles. Un endroit, ils ne font que de la cuisine. Un autre endroit, de l'élevage de poissons. Ils ont élevé le poisson. Ils ne les prennent pas dans les rivières. Ils ne mangent que du poisson d'élevage. C'est pour ne pas abîmer la faune. Les œufs, qui ne sont pas fécondés uniquement, il est toléré de les manger, même si peu de gens en mangent. Ce n'est pas interdit, c'est-à-dire des œufs abandonnés par les volatiles. Les poules sont assez grosses comparées à celles de chez nous. L'œuf est un peu plus gros qu'une balle de tennis. Un œuf donne la valeur de 5 de chez nous, au moins 4. Il y a aussi ce qu'on appelle des fermes. Ils ne boivent plus de lait à partir de 12 ans. Il est interdit d'en boire car ça peut apporter des cancers. Par contre, le fromage, oui. Il y a des fermes avec des chèvres, des vaches, qui ne sont pas mangées, elles meurent toutes là où elles naissent. Elles sont toutes en liberté. Il y a une telle confiance entre l'animal et le maître qu'elles viennent à l'heure de la traite toutes seules, même pas besoin de les appeler. Elles sont soulagées car ils laissent faire la nature. Par exemple, le bouc vient et met enceinte tout le cheptel. Ils sont plusieurs. La chèvre donne priorité à son petit. Et à la fin de la journée, le petit est rassasié, elle vient d'elle-même donner le reste, et pareil le lendemain. Il n'y a pas vraiment de période pour les petits. Ils en font tout le temps. Par contre, ils n'en font pas 4 ou 5. Ils en font un. Pas toujours les mêmes chèvres pour ne pas qu'elles souffrent trop. Il n'y a pas de surpopulation. Une chèvre vit environ 7 ans, sont élevées avec amour et meurent naturellement. Elles vivent moins longtemps que chez nous, sont plus grandes et il faut bien comprendre que plus on est grand et moins on vit longtemps. Ça paraît paradoxal, c'est comme chez les humains. Les plus petits sont les plus résistants. Shiraz dit, si vous regardez bien vos chiens, des petits chiens croisés arrivent à vivre plus de 15 ans, alors qu'un pur race, il dépassera rarement les 11 ans. Principalement les gros vivent beaucoup moins longtemps. Chez les humains, c'est pareil, et nos chèvres, c'est pareil. On a quelques naines qui viennent de chez vous, et on est obligé de les tenir, autrement elles feraient trop de petits. Elles ont un lait de qualité par rapport au lait qu'ils ont eux. On a un point fort avec nos chèvres, donc la terre du haut chez nous. Ils n'ont pas le droit de manger du fromage frais. Ils le mangent uniquement quand il est bien sec, bien dur. Il fait plus de mal au foie, à l'estomac et au système digestif quand il est frais. On devrait toujours le manger bien sec. Et avec ça, ils ont une espèce de confiture avec les fruits. Ils les font pourrir. Ce n'est pas cuit. C'est exposé au soleil, sont mélangés tous les jours. C'est une façon de faire leur confiture. Ensuite, c'est filtré, c'est tamisé et ne garde que la pâte. C'est super bon. Par contre, ils n'ont pas de pain. Elle dit que ce n'est pas bon pour la santé. Tout ce qui est industriel, c'est dans le bout des branches. C'est très bien organisé. C'est magnifique. Pour se déplacer, tout est en lévitation. Personne n'a sa propre voiture. Si on veut se déplacer à 4, tu appelles, tu profites du système comme tu travailles dans la communauté. C'est comme un taxi chez nous. Il n'y a pas de pilote. Il n'y a personne. Tu montes dedans, tu renseignes ta destination et il t'emmène et tu dis à quelle heure il vient te chercher et il revient. Par contre, elle dit que, sauf si tu sors de la ville, tous les déplacements inférieurs à 4 km doivent obligatoirement être faits à pied pour obliger les personnes à marcher. Par exemple, si le travail est à 8 km, il faut d'abord faire les 4 km à pied et ceux qui sont à 5 km feront tout à pied. Ça met environ 45 minutes de marche. Donc ceux qui ont 1 heure de marche sont exonérés du sport obligatoire le matin. Le sport fait partie de leur mode de vie, il est imposé par la communauté.
La méditation est aussi obligatoire. Ils ont une grille cristalline et énergétique. La nôtre est au niveau du dôme. La leur, c'est comme un anneau virtuel. Ils n'ont pas vraiment des écoles. Ils sont obligés de connaître toutes les lois par cœur sur l'amour, la reconnaissance, la solidarité, toujours penser au bien des personnes âgées, toujours aider son prochain, que des choses comme ça. Ça ressemble beaucoup à Ursina, excepté la disposition de la ville qui est différente. La communauté est totalement copiée sur Ursina. Il ne faut pas oublier que Ursina fait la frontière entre nous et eux. Ursina, qui était aux Atlantes, n'oubliez pas que c'est sur l'Antarctique. En fait, il y a une partie de l'Antarctique qui fond et une autre qui grandit. C'est toujours la même quantité de glace. Qu'on sache bien que l'Antarctique n'est pas en train de fondre, il se déplace. La base de glace se déplace et volontairement parce que la source commence à découvrir toutes les cités qu'il y avait avant. Dans une dizaine d'années, ils ne pourront plus le cacher, seront obligés de nous montrer ce qu'il en était. Mais oui, le mode de vie est à 98% similaire aux Atlantes. Ils ont également une bibliothèque, comme à Ursina. C'est ce mode de vie qui devrait être adopté partout sur Gaïa. Ça arrivera forcément chez nous quand le nettoyage sera fait. Elle pense que dans une vingtaine d'années, on vivra du modèle Atlante. Le monde est en train de changer chez nous. Eux suivent cela de très très près. Ils sont très contents que le peuple de la 9D participe à la libération du continent Terre. Shiraz dit qu'ils ont hâte que tout soit réglé chez nous car ils aimeraient venir chez nous avant que le dôme disparaisse si jamais le déluge est actionné. Ils aimeraient voir ce que nous on voit. On est comme un musée pour eux. Elles pensent qu'après le déluge, le dôme s'en ira. Toutes les villes ici ont préparé des camps pour réfugiés. Ils envisagent qu'une partie de l'humanité va devoir venir se réfugier. Ils ont pour obligation de pouvoir accueillir des petits humains. Donc nous prenons congé de Shiraz, et donc c'est la fin de l'enquête. Donc il faut bien comprendre que notre monde a été trompé par une race hybride qui souhaite notre asservissement, et le Christ s'est déjà manifesté à plusieurs reprises pour stopper l'invasion, mais sans succès hélas, et nous sommes à présent à la fin d'un cycle où la source compte bien reprendre le continent Terre et le rendre à Gaïa, et ainsi vivre en harmonie totalement. Donc nous vivons une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête. Au revoir.